part du fond, hein. On fait une entrée à la Stéphane Bern. Comment faire quand on veut créer une supercar à la fin des années 80, qu'on s'appelle Maserati, et qu'on n'a plus un rond dans les poches? Eh ben, on bricole. Sous ses airs de biturbo à la sauce tuning, elle cache un V8 prêt à mordre la route. Elle porte le nom d'un vent, et elle s'en est pris un beau. Voici l'histoire de la Maserati Chamal. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de Maserati qui fait de la merde avec des cup of coffee. Cup of coffee, cup of coffee. Et là, on va vraiment comprendre ce que ça veut dire que un tas de merde de cup of coffee. Milieu des années 80, Alejandro de Tomaso, oui, le même mec que les voitures de Tomaso, il possède Maserati. Et il essaye de convaincre le monde que c'est pas que des biturbos qui tombent en panne entre deux cappuccinos. Va avoir du mal. À l'époque, la planète auto est envahie par les supercars. Ferrari Testarossa, Porsche 959, Lamborghini Diablo et même la 6ETA V16T, avec ses 16 cylindres de mégalomanie pure. De Tomaso rêve alors d'une supercar Maserati, la Chubasco. Mais Fiat, tout juste entré au capital de la marque pour apporter un peu de cash frais, dit « Voilà, on a déjà les Ferrari les gars, calmez-vous. » Exit la Chubasco, bienvenue à la Chamal, une sorte de super biturbo civilisé. Enfin presque. Sauf que souvenez-vous, Maserati, ils ont toujours pas de budget, hein. Donc ils vont faire quoi? De la récup. Portière de biturbo, châssis court de la Carif. Par contre, sous le capot, il y a du nouveau. Un gros V8 3 litres 2 biturbo. Imaginez, peu de budget, des ingénieurs motivés, un dessin audacieux, et un client qui attend du luxe et de la performance. Pas simple. Les défis étaient clairs. Loger un V8 biturbo transversalement, renforcer la plateforme, assurer des performances dignes de ce nom, tout en restant viable. Sur le papier, ça peut le faire. La Chamal sera dévoilée le 14 décembre 1989 à Modène. Pourquoi Chamal, me direz-vous? C'est le nom d'un vent, et Maserati a pour habitude d'appeler ses voitures avec des noms de vent. Donc là, Chamal, c'est pour un vent chaud du nord-ouest de l'Arabie. Pourquoi pas? Pour le design, Maserati fait appel à un monstre sacré, Marcello Gandini. Ouais, le mec qui a designé la Countach. Rien que ça. Et vous allez voir que ça se voit un petit peu partout. Regardez-moi ce passage de roue arrière, taillé à la serpe, si caractéristique. Et cet aileron, de bas de pare-brise, un truc révolutionnaire censé améliorer l'aérodynamique et plaquer les essuie-glaces contre le pare-brise. Si révolutionnaire que personne ne l'a jamais reprise. Enfin, si De Tomaso, lui, pour certaines de ses Panthera. Je finis tout le temps mes phrases par... Et ça, là, c'est pas juste pour faire joli, c'est carrément un arceau qui protège la voiture, mais en même temps, c'est design. Bravo, Gandini. La Chamal, en fait, c'est la rencontre improbable entre la sensualité italienne et la rigueur allemande. Sans la rigueur. Sous le capot, la véritable nouveauté de cette voiture. Boîte manuelle Getrag à 6 rapports, propulsion et un différentiel arrière qui mérite des primes de risque. 0 à 100 en 5 secondes 3. Vitesse de pointe autour de 270 km/h. C'est aussi bien, voire mieux que les références de l'époque. Elle n'avait pas à rougir en face des Testarossa, cette voiture. Un V8, 3 litres 2, 4 Arbacam en tête, 32 soupapes, 325 chevaux, 430 Nm. Pour l'époque, c'était énorme, 325 chevaux, je sais pas si vous vous rendez compte, c'était fou. Et toutes les biturbos étaient en 6 cylindres. Là, on passe au V8, ça veut dire qu'on passe un cran au-dessus. Donc elle est là, la vraie nouveauté de la voiture. C'est une œuvre d'art qui sera du coup pas très utilisée vu qu'il y a que 369 de cette voiture. En revanche, dans la 3200 GT, c'est le même moteur. Et alors là, ça s'est vendu. Le résultat, c'est brut de décoffrage, violent, brutal. Sur le sec, c'est un missile. Sur le mouillé, c'est un cercueil.
il y a 59% du poids sur l'avant, un empattement hyper court, une plateforme dépassée, des turbos qui soufflent à plus savoir quoi en faire. En vrai, même les pilotes aguerris, ils avaient du mal à garder leur distance avec les fossés. La Chamale, c'est une bête sauvage, violente, exigeante, mais fascinante. Elle récompense les bons pilotes et punit les prétentieux. Comparée à ses rivales de l'époque, la BMW M3E36 ou la Porsche 911, elle fait figure d'outsider, mais aussi d'épouvantail. Trop chère, trop rare, trop italienne. Mais quand elle marche bien, elle délivre une expérience à couper le souffle. Le son rauque du V8, la direction lourde, la poussée soudaine. C'est une voiture vivante, quitte à ce que vous le soyez plus au bout d'un moment. À l'intérieur, on retrouve des matériaux précieux, du cuir, du bois, de l'alcantara, des sièges dont t'as plus envie de sortir, qui te rappellent un petit peu le salon de Mémé. C'est à mi-chemin entre coupé sportif et grande limousine des années 80. C'est incroyable. Au final, cette Chamale, c'est un petit peu le chaînon manquant entre l'ancien Maserati et le nouveau Maserati. C'était vraiment la dernière de la lignée avant que ça passe complètement dans le giron de Fiat et que Maserati devienne complètement autre chose. Et rien que pour ça, elle mérite d'exister. La Chamale sera vendue à partir de décembre 1989 et ne trouvera que 369 clients en 6 ans. Eh oui, son design sera jugé vulgaire, trop banal, son comportement trop exigeant et sa fiabilité tout au plus philosophique. Mais c'est pour ça qu'on l'aime, elle ne cherche pas à plaire à tout le monde. C'est une voiture qui a un caractère, un vrai. C'est un peu comme cet ex toxique que tu as absolument envie de revoir, même si tu sais qu'elle va te ruiner, mais tu rêves d'une dernière virée.